Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être dans le monde en 7 de ce samedi 5 février 2022, 5 février qui marque une date souvenir pour les Togolais. Ce n'est pas l'objet du jour, mais je poserai quelques questions sur ce sujet à mes invités. Et dans le monde en 7 de ce samedi, on va parler de la CEDEAO, le Mali durement châtié. Le Burkina Faso, quant à lui, est menacé. Est-il menacé? On parlera aussi de la Guinée-Bissau, qui a fait face au syndrome ouest-africain des coups d'État. Là-bas, le coup d'État est bien sûr manqué. Et en seconde partie, nous parlerons du Togo. On va évoquer l'union des forces de changement. 30 ans après, ce parti est-il le problème ou la solution de l'opposition? Et tous ces sujets, je les aborde avec mes deux invités de ce samedi. Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher Jean-Louis, bonsoir mon frère. Il y a un moment, on ne s'est plus rencontrés. Bonsoir Face, à tous les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. merci Merci beaucoup. Face à beaucoup. vous, donc, Anani Sossou, analyste politique. Bonsoir, Anani Sossou. Bonsoir Samuel, bonsoir Chris, mais vœux les meilleurs de Merci. santé surtout et puis d'accomplissement de soi. Bonsoir à tous les téléspectateurs, je leur souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle année. Merci beaucoup, nos voeux réciproques. On prend tout de suite la direction du Mali, du Burkina Faso. Les deux pays, on le sait, vivent quasiment une situation similaire, mais le Mali a reçu des sanctions très dures de la part de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, où également le président Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé, bien la CEDEAO s'est réunie autour de la situation dans ce pays et bien a décidé simplement de ne pas prendre davantage de sanctions que celles qui ont été prises, notamment l'exclusion temporaire du pays des instances ouest africaines. Alors, au niveau du Burkina, est-ce que le pays est menacé? Chris Sega, on voit là quasiment, j'ai envie de dire, la même situation, mais des réactions différentes de la part de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une réaction des Burkinabés à suivre bientôt, mais avant cela, comment réagissez-vous à cette décision de la CEDEAO? Je vais réagir en disant que ce n'est pas du tout la même situation. Vous savez qu'au Mali, on a eu une succession de coups d'État. Il faut qu'on place les choses dans le contexte qu'il faut. Au Mali, depuis quelque temps, déjà avec Amadou Toumani Touré, il y a eu déjà un coup d'État. Ça n'a pas été le premier coup d'État. Et puis après, il y a eu Ibeka. Après même coup d'État contre Ibeka, il y a eu un autre coup d'État qui a renversé les autorités qui ont été érigées. Et je crois que ce n'est pas du tout la même situation. Et puis au Mali, il y a eu un processus. D'abord, la junte avait eu un accord avec la CEDEAO en ce qui concerne le délai dans lequel ils doivent organiser les élections. Ce délai-là n'a pas été tenu. Et je crois que c'est seulement quand la jeune s'est mise dans l'impossibilité d'honorer ses engagements que une deuxième série de sanctions a été prise. Donc, je crois que ça n'a pas été la même situation. Mais lorsque vous parlez, par exemple, du Burkina Faso, c'est vrai qu'il y a eu là renversement de... Ça n'a pas été un coup d'État, mais il y a eu élection, et cela s'était bien passé. C'est par la suite qu'il y a eu ce coup d'État-là, alors que le président légalement élu, le président élu était dans son deuxième mandat. Ouais. Je crois que si la CEDEAO devrait aller dans la plénitude des sanctions, en même temps, je crois que ça n'aura pas de sens parce qu'il faut voir quelles sont les intentions de cette junte. Il faut que la junte s'explique. Il faut que la junte présente une feuille de route. Je crois que c'est ce que la CEDEAO a demandé. La CEDEAO s'est contentée dans un premier temps d'exclure le Burkina Faso de ces instances de décision. Après, on verra. Si la junte... Ça veut dire que le Mali a reçu des sanctions plus dures sur la base de sa feuille de route? Bien, parce que la junte n'a pas pu exécuté. Parce qu'il y a eu un accord, on doit aller aux élections quoi, dans 18 mois, ça n'a pas été fait en février, à la fin du mois de février, ça n'a pas été tenu. En plus, la junte a dit ensuite qu'elle allait organiser le coup les élections. La transition doit durer 5 ans. Oui. Ça n'a pas de sens. Une transition qui a la longueur d'un quinquennat, c'est comme si la junte cherchait à avoir aussi son quinquennat. Ça, à mon niveau, ça n'a pas du tout. Je crois que c'est
par la suite que la CEDEAO a dû prendre ses sanctions. C'est pourquoi je dis que ce ne sont pas les mêmes situations. Oui. D'accord. Anani Sossou, est-ce que vous avez la même réaction? Pour vous, c'est des situations différentes? Moi, je voulais d'abord corriger quelque chose que Chris vient de dire. La jeune n'a pas dit qu'elle va faire 5 ans. Les assises de la refondation ont donné un canevas entre 6 mois et 5 ans. Cela veut dire que la transition peut finir dans 2 ans, ça peut finir dans 6 mois, ça peut finir dans 3 ans. Mais ça reste ça n'a aucun sens. Mais non, parce que la lecture que les gens font... Là, vous ne me corrigez pas du tout. C'est 5 ans. Comme la France le fait, de manière pavlovienne, de manière pavlovienne, comme tout le monde le fait. Mais on attribue 5 ans à la transition, alors que les assises de la refondation disent entre 6 mois et 5 ans. Donc rien n'a été précisé. Ça, c'est le premier point que je voulais relever d'abord, parce que la jeune n'a jamais dit que bon, on va faire 5 ans. Ça, je crois que nous en avons beaucoup parlé ici. Hein, et que c'est la jeune qui essaie de se faire malin, c'est ce qu'on avait dit ici. Lorsque ce que vous pouvez faire en 6 mois, vous dites que vous pouvez le faire aussi en 5 ans. On a dit ici, ça ne marche pas. Du tout. C'est une manipulation de l'esprit. Du tout. Je tiens à rectifier d'abord ce tir. Non, il ne faut pas rectifier parce que ce n'est pas une faute de ma part. Je tiens aussi à le dire. Donc ce n'est pas une rectification. Non, il ne faut pas dire que vous allez corriger ce que j'ai dit. Ça n'a pas. La jeune n'a pas dit qu'elle va faire 5 mois. Non, la jeune a dit qu'elle. C'est pas la jeune qui essaie de donner 6 mois. Écoutez, on sait que les deux sont de connivence. Non, les deux sont de connivence. Arrêtez de faire ce procès. Arrêtez de faire ce procès. Moi, c'est ça mon procès. Ce n'est peut-être pas le tien, mais je ne demande pas ta permission avant de faire ce procès. C'est un premier point. Je voudrais que cela soit sûr. Non, je voudrais que les téléspectateurs ont compris. Mais contentez-vous, mon cher Anani, contentez-vous de faire votre analyse, mais ne dites pas qu'avant vous allez me corriger, parce que je n'ai pas la même perception de la chose que vous, donc il ne faut pas que cela te chatouille, vous comprenez? Bien entendu. Mais du moment où vous dites que vous allez d'abord corriger, alors que vous avancez aussi des hypothèses. C'est ton droit de ne pas partager le même avis que moi. Mais non, c'est le mot que vous utilisez qui ne m'a pas plu que de dire que vous allez d'abord corriger. Vous avez 5 ans. Vous n'avez pas un groupe alors que cela n'a jamais été ce que les autres disent. C'est prétentieux de ta part de dire que vous allez d'abord me corriger. Entre 6 mois et 5 ans, ça ne veut pas dire. Mais je dis, c'est prétentieux de ta part de dire que tu vas me corriger. Vont se faire la mais il faudrait mieux les laisser comme des gens qui vont juger. Ils vont se faire la part des choses. Mais ne faites pas mettre en face de moi. Sur ce sujet, je trouve quand même qu'il y a 2 poids 2 mesures. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Quoi qu'il en soit. Que le coup d'État de 2020 soit condamné, oui. Que le coup d'État de mai 2021 soit aussi condamné, oui. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Et je voulais préciser qu'il faut condamner tout ce qui est coup d'État. L'irruption ou bien l'immixtion des hommes entrés dans le débat politique est regrettable. Et il faut le condamner, que ce soit pour la Guinée, que ce soit pour le Mali, que ce soit pour le Burkina, ou bien le coup d'État avorté de la Guinée-Bissau. Parce que c'est difficilement que dans les années 90, les peuples africains ont lutté pour accéder à certains acquis démocratiques. Et l'interruption de ces acquis démocratiques est un recul pour nos pays. Cela a été le fruit de sacrifices, des sacrifices en vies humaines, que ce soit au Togo ou bien dans tous les pays africains. Ça a été des sacrifices où des gens ont perdu des vies. Donc il faut condamner tout ce qui est coup d'État et tout ce qui est émission des hommes entrés dans le débat politique. Ce n'est pas pour autant qu'il y a une situation de crise dans un pays que les militaires doivent prendre le pouvoir. Il faut condamner cela. Pour revenir au sujet du jour sur le Mali et le Burkina, je ne comprends pas pourquoi la CEDEAO puisse sanctionner aussi sévèrement le Mali et pendant ce temps on fait les yeux doux au Burkina Faso. Ouais. Est-ce que dans la charte de la CEDEAO, c'est prévu de faire des sanctions économiques? Je ne crois pas. Oui. Mais la CEDEAO est allée au-delà de ses objectifs, au-delà de ses prérogatives, en condamnant un pays à la souffrance, en refusant au Mali, par exemple, d'avoir accès à ses avoirs au sein de la BCEAO. Le précédent a été fait avec Gbagbo. Vous vous souvenez, en 2010, dans 2010 ou 2011, où on a refusé au président Gbagbo d'avoir accès aux avoirs de la BCEAO. C'est la même chose qui se passe ici. Donc, je crois que le problème de la CEDEAO aujourd'hui, c'est qu'elle est déconnectée des aspirations réelles des populations africaines.
L'achat de la CEDEAO permet la libre circulation des personnes et des biens. C'était ça, le fondement. Mais on a constaté qu'au niveau de la circulation des personnes et des biens, ce n'est pas le cas. La CEDEAO devrait plutôt lutter à cela pour que nous puissions aller de Lomé à Dakar, de Dakar à Monrovia, de Lomé à Cotonou, bien à Accra, sans encombre. Mais la CEDEAO ne l'a jamais fait. Il suffit par exemple de vouloir traverser la frontière du Ghana. Mais est-ce que ce n'est pas par rapport à ce que la CEDEAO, vous jugez la traverser, CEDEAO par rapport à ce qu'elle n'avait pas pas fait? Je ne t'ai Il y a pas un arrêté tout à l'heure siècle. quand je parlais. Laisse-moi terminer mon idée et puis tu auras la parole pour me contredire. Effectivement. Donc, la CEDEAO n'a pas su réaliser les objectifs pour lesquels elle a été créée. Par contre, la CEDEAO se plaît aujourd'hui à ne sanctionner que des États qui sont peut-être des États qui ont failli en faisant des coups d'État, ce qui n'est pas son objectif, en bloquant plutôt les avoirs des États qui ont fait des coups d'État. Ce n'est pas son objectif. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Là-dessus, il y a un protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie. Sur la bonne gouvernance et la démocratie, etc. Oui, je ne refuse pas. Donc, on peut sanctionner un État, comme ils l'ont fait pour le Burkina Faso, en le mettant en dehors des instants de décision de la CEDEAO. Ça, je peux comprendre. Mais bloquer les avoirs des pays membres, c'est ça que je ne comprends pas. Ça ne respecte aucun protocole de la CEDEAO. Donc, pourquoi donc on peut sanctionner le Mali en fermant les frontières avec ce pays et dans le même temps, le Burkina Faso, qui a interrompu le deuxième mandat d'un président démocratiquement élu. Je vous rappelle que l'opposant numéro 1 de Roch-Marc Christian Kaboré, Zéphirin, l'a appelé pour le féliciter au soir de sa réélection. Donc c'est une élection démocratique. Les militaires, parce qu'il y a des problèmes dans l'armée, parce qu'ils ont des problèmes, ils ont pris des armes pour déloger un président. Donc la CEDEAO devrait beaucoup plus sévir sévèrement, comme ils l'ont fait pour le Mali pour aussi. Le cas du Mali, d'accord. Comment réagissent les Burkinabés eux-mêmes par rapport à ces sanctions de la CEDEAO, sanctions très dures envers un pays, un peu laxistes envers leur pays? On va suivre un peu la réaction des Burkinabés dans cet élément. Je suis content parce que si on va sanctionner le Burkina Faso, bon, on ne pourra pas faire ce que nous on peut faire, quoi. Par exemple, si on veut sortir pour partir à Lomé, aller payer des pièces, aller au Ghana, aller payer des pièces, aller en Côte d'Ivoire pour aller vendre les pièces, bon, s'il y a le sanction, on ne pourra pas faire tout ça, quoi. Mais s'il n'y a pas le sanction, vraiment, ça va nous arranger. Ils ont bien réfléchi sur la situation. Parce que la situation du Burkina, il fallait l'examiner, il n'est pas comme pour les autres. Parce que notre situation était presque, c'était la catastrophe. Et si aujourd'hui, les militaires ont bien voulu prendre le pouvoir, et si cela peut ramener le calme, on ne peut que souhaiter bon vent. Voilà donc deux lectures de ces sanctions. On voit que les Burkinabés eux-mêmes, Chris Sega, craignaient un peu le pire, de subir la même foudre que le Mali a subi, mais finalement ce n'est pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui on peut aussi considérer que la CEDEAO a tiré les leçons de la situation malienne? Les sanctions qu'elle a prises ont été très impopulaires et elle s'est dit « je ne peux plus aller sur ce terrain ». Oui, mais je dis, il faut être un sot pour ne pas tirer le leçon des événements, pour ne pas tirer les leçons de l'histoire. Mais il y a un autre mot que tu as utilisé tout à l'heure pour dire que la CEDEAO apparemment a semblé reculer par rapport à la sanction qu'elle aurait dû prendre face au Burkina. Et on a constaté ici que les lectures ne sont pas celles que moi j'ai développées tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'au niveau du Burkina, je l'ai dit, le contexte n'est pas le même, ce que mon contacteur a semblé ne pas accepter. Et je continue de dire que, et vous le constatez, je crois que ceux qui nous suivent aussi vont constater que ici, comme au Mali, ce n'est pas le même contexte en ce sens que la junte,
tout le monde le sait, a fait un coup d'État, après un autre coup d'État, n'a pas respecté son propre cahier de charge qu'elle a eu à ériger avec l'accord, etc., etc., etc. Et puis une transition qui doit durer 5 ans, parce que la junte dit que ça va courir entre 6 mois et 5 ans, nous avons dit que cela n'avait aucun sens, parce que c'est comme vous dites que ce que vous pouvez faire en 6 mois, vous pourrez aussi le faire en 5 ans. Et je crois que tout le monde entier, quand même, ceux qui ont le bon sens, tout le monde a décrié cela, parce qu'on s'est dit que la jeune essaie de se donner du temps. Et on ne sait pas pourquoi elle se donnait ce temps-là, parce que nous n'avons pas une lisibilité claire du nouveau cahier de charge. C'est par rapport à ça que nous disons que ce n'est pas le même contexte. Au Burkina Faso, vous allez constater que on veut d'abord voir les intentions de la junte et ensuite voir si on va aller en crescendo au niveau des sanctions qu'il y a à prendre. Et au Mali, ce que la CEDEAO semblait demander en prenant ces sanctions-là, c'est d'inviter la junte à une négociation. C'est ce que la CEDEAO avait dit. Parce que lorsque la junte se met alors en porte-à-faux, en invectivant la rue, en surfant sur l'émotion populaire, etc., on s'est dit que ce n'est pas avec l'émotion, dans l'émotion, qu'on conduit un pays au bon port. Il nous faut des gens qui ont de la vision, qui n'instrumentalisent pas l'émotion qu'on constate dans la rue. C'est ce que moi, j'ai reproché à cette junte-là, et je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises ici. Ce qui peut se passer au Burkina, c'est qu'on attend de voir les intentions et de voir si le délai que la junte va donner pour aller aux élections et restituer les autorités de façon constitutionnelle, on va voir si ce délai va être raisonnable ou alors si eux aussi vont dire que ça va être dans 5 ans ou dans 10 ans. Je crois que ce qui a horrifié la CEDEAO, on sait que les procès de la CEDEAO, nous avons fait abondamment ce procès ici. La CEDEAO a été incapable dans presque toutes ces entreprises. Et ça, nous avons décrié ces CEDEAO-là ici. Cette CEDEAO-là qui fait plutôt la politique des chefs d'État, qui n'est pas une CEDEAO des peuples, qui est incapable de prendre des sanctions lorsqu'un président, par-ci ou par-là, viole la Constitution, se maintient au pouvoir pendant plus de 2 mandats. Cela s'est passé avec Condé, on l'a dénoncé. Cela s'est passé avec Ouattara, on l'a dénoncé. Cette incapacité de la CEDEAO là à dire le droit, quand le peuple en a besoin, ça, nous en allons parler. Mais ce n'est pas pour autant que si ceux qui viennent au pouvoir par des coups de force, on ne va pas les dénoncer. Parce que la rue est très remontée face à la France. Et cette France impérialiste-là, nous l'avont aussi dénoncée, mais il ne faut pas instrumentaliser, il ne faut pas que un groupe de personnes instrumentalise ce désaccord, ce fossé que nous constatons aujourd'hui entre la France et le citoyen ordinaire, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali ou bien que ce soit au Burkina Faso. Il ne faut pas que des gens qui viennent au pouvoir sans y être invités expressément par la voie des urnes viennent utiliser ce désaccord-là pour aller dans le populisme, manipuler les esprits pour se maintenir au pouvoir. Je crois que, mon cher Anani l'a dit, qu'un coup d'État est condamnable, surtout que quand il vise ceux qui sont installés au pouvoir de façon démocratique. Je crois que ça, c'est le fond de ma pensée et je tiens encore à revenir sur ça. Même question, Anani Soso. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO, on peut estimer que dans le cas du Burkina, elle a analysé la question au niveau malien et s'est dit, je ne peux plus y aller dans ce sens-là? Mais depuis le 5 septembre 2021, les militaires sont au pouvoir à Conakry. Est-ce qu'il y a une lisibilité sur ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'on connaît la date précise de la fin de la transition en Guinée? Personne ne le sait. On ne connaît même pas le cahier de charge. C'est dernièrement qu'ils ont formé le CNT pour une transition avec 81 personnes, n'est-ce pas? Mais personne ne connaît le délai de cette transition-là. Et pourtant, la CEDEAO ne dit rien, ne bronche pas. Pourquoi c'est seulement dans le cadre du Mali que la CEDEAO est sévère? Il faut voir derrière la manipulation de la France qui dicte ces lois à la CEDEAO. Parce que de la même manière que la CEDEAO dit qu'il n'y a pas eu de visibilité dans le délai de la transition, de la même manière où on dit que le cahier de charge n'est pas respecté, etc., c'est de cette même manière-là qu'on devrait dire à la junte au pouvoir en Guinée, depuis le 5 septembre, qu'on voulait voir clair dans tout ce que vous voulez faire, quel est votre cahier de charge, quand est-ce que la transition va prendre fin, etc. Mais dans ce cas d'espèce, personne ne sait rien et la CEDEAO ne bronche pas.
il faut voir donc que la rue qui gronde contre la CEDEAO en voyant derrière les sanctions contre le Mali, la main de la France ne ment pas. La rue ne ment pas. Regardez l'agitation de Madame Parly, la ministre des Armées. Ouais. Regardez ce que Yves Le Drian n'arrête pas de dire, de faire, en insultant publiquement les autorités maliennes. De cette même manière, il y a une complaisance vis-à-vis de la Guinée. Et la CEDEAO ne bronche pas. Regardez Idriss Déby, quand il était décédé, en avril, c'est le président Macron qui est parti installer Son fils. son fils au-delà de toute règle constitutionnelle. Parce que la constitution tchadienne dit que lorsque le président fait défaut, c'est le président de l'Assemblée nationale Oui. qui le remplace. Assure l'intégrité. Mais dans le cas d'espèce, la junte militaire a obligé le président à renoncer à ses prérogatives pour remplacer Idriss Déby. Et c'est la France qui est partie installer le fils Idriss Déby Ethno sur un trône. Donc il y a une politique de 2 poids 2 mesures. Donc le Mali, qui est aujourd'hui sanctionné par la CEDEAO, vit les mêmes problèmes que la Guinée, vit les mêmes problèmes que le Burkina Faso. Mais pourquoi alors autant de complaisance? Tout à l'heure, Chris disait que les pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme la Guinée avec Alpha Condé, ont tripatoué les constitutions pour que les présidents restent au pouvoir ad vitam aeternam. Mais la CEDEAO n'a rien fait. Vous vous rappelez que lors d'un sommet à Accra, la CEDEAO avait voulu instaurer dans sa charte la limitation des mandats à 2. La Gambie, avec Yahya Jammeh, avait refusé, le Togo également avait refusé. Mais la CEDEAO était faible. Or, la CEDEAO, c'était 15 pays. Or, si 13 pays sont d'accord et que 2 pays refusent, la CEDEAO pouvait quand même passer au vote pour instaurer dans sa charte la limitation des mandats. Elle a failli. C'est pour cela je crois que ce n'est pas les l'unanimité. Il y a certaines lois qui doivent passer par c'est pour l'unanimité cela, des membres. c'est les parlements qui votent les lois. C'est les parlements. c'est- Il y a le parlement de la CEDEAO qui peut se constituer, voter des lois dans ce sens-là. Donc, c'est lorsque la CEDEAO était incapable d'instaurer dans sa charte la limitation des mandats, qu'on a eu à avoir des présidents qui ont tripatoué les constitutions pour s'octroyer un 3e, 4e, 5e, 6e mandat. Donc la CEDEAO a déjà failli. Dans le cas d'espèce du Mali, qu'est-ce qu'on en veut au Mali au juste? Lorsque les Maliens, on ne dit pas que tous les Maliens devraient être d'accord avec les autorités. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, il y a des partis d'opposition qui n'ont pas participé aux assises de la refondation. Il y a des organisations de la société civile. C'est ça la démocratie. Il y a des voix pour, il y a des voix contre. Mais lorsque l'ensemble, la majorité des Maliens se sont dit, bon voilà, donnons-nous du temps pour sécuriser notre pays. Donnons-nous du temps pour essayer d'éviter le djihadisme. Parce que vous voyez aujourd'hui, le Mali ne s'arrête pas à Bamako. Or, les autorités maliennes ne contrôlent que Bamako et ses alentours. Le Mali, c'est 1 272 000 km². Or, les autorités ne contrôlent même pas 15% du territoire. Comment voulez-vous alors que, dans ces conditions, on puisse organiser des assises démocratiques, des élections démocratiques, si, d'aventure, on n'arrive pas à sécuriser le pays, ou bien si des électeurs ne peuvent pas aller jouir de leurs prérogatives, de leurs droits, d'aller jeter un bulletin dans l'urne. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, pourquoi depuis l'opération Serval, Barkhane, Takuda, 9 ans durant, on n'est pas arrivé à sécuriser un pays comme le Mali? Or, vous voyez tout ce que la MINUSMA a fait, tout ce que les Français ont détalé comme renseignements, comme armes, etc. Comment est-ce qu'on ne peut pas arrêter un groupe de djihadistes venus du Mali et venus de la Libye? Donc c'est là le nœud du problème. C'est ça qu'il faut dire. Parce que les gens ont tendance à oublier que le problème du Mali aujourd'hui, les gens ont tendance à oublier que c'est la France qui l'a créé en tuant Kadhafi. Oui, Les gens ont tendance à l'oublier. Dans Donc, le cas de... la France ne peut pas être à la fois pompier et pyromane. Est-ce que dans le cas de la CEDEAO, parce que là nous parlons de la CEDEAO en regardant la situation qui se produit dans l'espace, est-ce que ce n'est pas elle-même qui est le problème finalement? On ne peut pas le dire parce que c'est vrai que la CEDEAO a ses problèmes,
Mais ce n'est pas la CEDEAO qui fait, par exemple, qui a fait le coup d'État au Mali ni dans les autres pays. Et voilà. Donc il faut dire les choses en ces termes. La CEDEAO a les faiblesses de tout groupe qui veut régenter un grand espace, comme l'ONU, etc. Même l'Union européenne, le groupe de l'Union européenne, vous n'avez pas sans savoir, sans connaître sur les difficultés de l'Union européenne à parler d'une même voix et puis à agir sur le terrain de l'Union. Vous savez, l'ONU, c'est pareil. Et lorsque tout à l'heure, mon cher Anani parlait du fait que le Togo et la Gambie, je crois la Gambie, avaient posé leur droit de veto en ce qui concerne une décision que la CEDEAO devrait prendre. Je crois qu'il y a certaines décisions qui doivent être prises à l'unanimité. On ne peut pas rassembler le Parlement de la CEDEAO pour voter. Ces lois, ça ne se fait pas, par exemple, comme ça à l'ONU, où lorsque le groupe a une décision à prendre, on consulte individuellement, on recherche l'assentiment, l'adhésion de toutes les parties prises individuellement. Je ne suis pas d'accord parce que vous savez qu'il y a le Conseil de sécurité qui est composé que de 5 pays, mais qui prennent des lois qui engagent tout le monde. Ben, c'est ce que je dis, mais encore que ceux qui font partie de ce conseil-là soient tous d'accord. Je crois que c'est comme ça que ça se passe généralement. Mais je crois que la CEDEAO, qui est encore plus jeune que ces regroupements-là, a des faiblesses évidentes et c'est des faiblesses que nous avons tout le temps dénoncées. Depuis 1975, n'est pas aussi jeune que ça. Oui, j'ai dit par rapport aux autres, c'est ce que je veux dire. C'est une comparaison que je suis en train de faire. Mais je ne refuse pas non plus que cette CEDEAO-là ne s'est pas constituée dans l'intérêt des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Ça, nous l'avons souvent dit. Mais lorsqu'il y a un nouveau fait qui fait le déséquilibre, qui prend à défaut les constitutions dans les différents pays de la sous-région, il vaudrait mieux qu'on en parle aussi. Ce n'est pas en évoquant, faisant le procès de la CEDEAO au moment où il faut faire le procès de l'actualité qui va aussi régler les problèmes. Je crois que c'est ce que mon cher Anani est en train de faire en accablant la CEDEAO. C'est vrai, la CEDEAO, on peut l'accabler, on peut l'insulter de diverses manières, c'est ce que nous avons toujours fait. Cette France-là, qui est si condescendante, qui a méprisé, qui méprise les pays africains, les peuples africains jusqu'à présent. Et surtout Macron, qui est le prototype le plus achevé de cette personnalité française qui méprise l'Afrique. Je crois que personne ne peut aujourd'hui s'aligner derrière Macron. Mais cela ne nous empêche pas quand même de faire le procès des faits qui se passent sous nos nez et que nous devons condamner. C'est l'exemple des coups d'État. C'est l'exemple de ceux qui cherchent à instrumentaliser la rue pour se maintenir au pouvoir. Lorsque la CEDEAO prend des sanctions contre la junte au Mali, moi, ce à quoi je m'attendais dans le temps, c'est que la junte entre en négociation avec la CEDEAO en proposant un délai, un parcours plus raisonnable, ce qu'elle n'avait pas fait. Est-ce qu'elle lui en avait donné l'opportunité parce que les autorités maliennes, il me semble, à l'époque, avait dit c'est une proposition qui peut faire l'objet de discussion. Et que s'il y a sanction, c'est que cette proposition est refusée. Et c'est à vous de proposer une nouvelle feuille de route. Moi, c'est comme cela que j'entendais la chose. En principe, lorsqu'on prive quelqu'un, vous êtes allé voir la CEDEAO pour lui faire des propositions. C'est parce que vous avez légitimé, vous me parlez, en allant voir la CEDEAO, vous avez compris que la CEDEAO pouvait jouer un rôle. Et en matière de sécurité, la sécurité au Mali, je crois que la CEDEAO a toujours, les pays de la CEDEAO ont toujours participé. On ne peut pas aujourd'hui dire que on doit jeter l'enfant avec l'eau de bain. La CEDEAO n'est pas bonne, il faut complètement jeter la CEDEAO. Mais ce que nous disons, c'est que justement, il ne faut pas que des gens qui se fassent malins pour instrumentaliser cette émotion qu'on constate dans la rue pour faire leurs affaires. Parce que nous, on considère que Goïta fait plutôt ses affaires. Sinon, si on avait donné 18 mois à Goïta pour aller aux élections, il était d'accord, il devrait aller aux élections et non pas rassembler quand ce délai finit pour dire que voilà, c'est des assises et que ces assises-là vont faire une fondation, proposer un nouveau délai et le délai, c'est entre 6 et 5 ans. Ça, là, c'est ce que, à mon sens, ne passait pas. Le président Assimi Goïta, par exemple, peut faire comme beaucoup de gens. Il peut dire, bon, d'accord, j'organise des élections dans un délai, etc. Même s'il n'y a que Bamako qui vote, et s'octroyer un pouvoir, un quinquennat. Il peut le faire, mais il ne l'a pas fait. C'est une intention que tu il peut le faire, mais il ne l'a pas fait. Avec la popularité de Goïta aujourd'hui, il peut se dire, bon, d'accord, la CEDEAO, non, il n'y a pas de souci, moi j'organise les élections dans 2 mois. Il va organiser les élections et il va l'emporter haut la main.
Vous avez vu la mobilisation du 14 janvier dernier. Mais vous savez, il y a une autre référence en la matière avec ATT. Dans les rues. Qui n'avait pas fait pareil. Dans les rues, vous avez vu. Donc, Assimi Goïta peut se dire, non, dans 2 mois, même dans 1 mois, j'organise mes élections, je les remporte haut la main et je m'assieds avec les chefs d'État de la CEDEAO en tant que collègue. Et puis voilà, on se dit beaucoup de choses, mais il ne l'a pas fait. Mais récemment, quel est le président, quel est le putschiste qui l'a fait? C'est parce que... Récemment, quel est le putschiste qui a fait cela? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce ce dont vous parlez. Le Mali a toujours été un pays instable, politiquement parlant, avec beaucoup de coups d'État. S'il le faisait, il serait renversé après par un autre coup d'État. Donc c'est pour éviter une succession de coups d'État qu'on veut maintenant stabiliser ce pays pour que les enfants de ce pays-là puissent se donner la chance d'avoir des institutions fiables, solides. Et qu'on ne puisse plus maintenant manipuler quoi que ce soit au niveau des institutions. Vous avez vu, il restait combien de temps à ATT avant qu'il soit renversé par Sanogo? 3-4 mois. Oui. Il a été renversé. Oui. Ibeka. Et Sanogo n'a pas pu rester au pouvoir. Ibeka a été destitué lors de son 2e mandat. Oui. Et ça va se poursuivre comme ça si on ne fait pas attention. Donc, je crois aujourd'hui que les assises de la refondation, je ne sais pas si vous avez lu le document. On a lu le document. Donc, les assises de la refondation ont fait un diagnostic. Et qu'on n'a jamais fait au Mali. Ce diagnostic, qu'on n'a jamais fait au Mali. Ils sont en train de l'étudier pour apporter des remèdes solides, pour que le Mali ne tombe plus dans des situations d'instabilité politique. Voilà. L'autre chose que je voulais préciser au sujet notamment de la CEDEAO, je crois que c'est une organisation qui devrait se refonder, sincèrement parlant. Oui, ça, personne ne le refuse. Elle devrait se refonder pour prendre en considération les aspirations de la jeunesse. Aujourd'hui, dans la CEDEAO, on voit que plus de 65 à 70% de la population de la CEDEAO, de notre espace commun, c'est-à-dire plus de 300 millions d'habitants, mais plus de 70%, moins de 25 ans. Donc c'est une nouvelle idée qui est née. Et cette CEDEAO devrait s'adapter aux aspirations de cette jeunesse-là, qui veut quoi? Qui veut du travail, qui veut éviter le chômage, qui peut se déplacer facilement, qui veut entreprendre dans n'importe quel pays de l'espace commun. C'est ça que la CEDEAO ne voit pas. Lorsque nos jeunes quittent Niamey pour se faire esclaves en Libye, c'est le problème de la CEDEAO. C'est un problème de la CEDEAO, ça. Laisse-moi terminer. Lorsque les jeunes se noient dans la Méditerranée, c'est parce que les gens sont désespérés. Et la CEDEAO devrait apporter plutôt des solutions à ce genre de problème, réfléchir à comment faire en sorte que les jeunes se sentent bien chez eux, dans un espace démocratique. Mais c'est ça le travail de la CEDEAO, d'éviter ces problèmes-là. Des problèmes qu'on aurait pu régler sur le plan national. Si par exemple, il y a une migration au Togo, que les gens sont désespérés, qui vont aller par exemple se faire esclaves en Libye ou bien se noient dans la Méditerranée, tu crois que le président Faure Gnassingbé va se dire non, ça c'est pas mon problème, c'est les jeunes qui ont décidé? Non, mais c'est au président Faure de régler ce problème-là. Bien sûr, c'est parce que c'est à lui que revient la première responsabilité. Ce n'est pas à la CEDEAO. Et qu'il faut trouver des artifices pour pouvoir limiter l'immigration dans l'espace CEDEAO, en donnant beaucoup plus de démocratie, en trouvant des artifices pour que l'économie soit développée, pour arrêter le chômage, etc., etc. Si, moi par exemple, si je suis bien au Togo et que je me sens libre, et que j'ai mon travail, j'ai une entreprise, etc., avec des défiscalisations, etc., tu crois que je vais vouloir immigrer? C'est parce que les gens sont désespérés qui quittent la CEDEAO. La CEDEAO devrait plonger sur ces problèmes au lieu de sanctionner le Mali. D'accord. Alors, on va parler aussi de notre pays de la CEDEAO, la Guinée-Bissau, qui a fait donc face à une situation très tendue en début de semaine. Le président Umaro Sissoko Embalo a failli être renversé. Le mot n'est pas très fort pour le dire. Des assaillants ont attaqué le palais du gouverneur où le président était en plein conseil des ministres avec presque l'ensemble de son gouvernement. Les coups de feu, les échanges de feu ont duré au moins 5 heures de temps. Le bilan final fait état de 11 morts et de plusieurs blessés. Finalement, le président se porte bien, il n'a pas pu être renversé. Ici, Chris Sega, c'est vrai que la Guinée-Bissau, il n'y a pas de problème de terrorisme, il n'y a pas un problème
sécuritaire. C'est vrai que c'est un pays qui fait face à de l'insécurité parce qu'il y a le narcotrafic dans le pays, mais on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi a-t-on envie de décapiter l'État bissau-guinéen? Mais qui a envie de décapiter cet État si ce ne sont les Guinéens Oui, eux-mêmes, sinon eux-mêmes. partie des Guinéens, et surtout, entre-temps, on parlait beaucoup de ces généraux-là qui se sont faits avec ce PAIGC, PAIGC, qui est un parti qui a dirigé ce pays-là pendant longtemps et qui n'a jamais cru qu'un jour viendrait où il perdrait le pouvoir et qui a donné des privilèges à ceux des privilèges du point de vue même historique déjà à ceux qui ont mené ce combat-là avec leur le premier président qui n'a pas pu devenir le premier président d'ailleurs, je suis en train de son nom, je vais me rappeler tout à l'heure. Ce pays-là est dirigé par un parti, presque un parti-État, qui est resté aux affaires pendant si longtemps qu'au point d'oublier qu'un jour, quelqu'un viendrait le déloger. Et je crois que c'est ce qui était arrivé finalement après un long moment de déstabilisation dû surtout aux généraux, aux militaires qui sont en affaire avec les narcotrafiquants, parce que ça, il faut le dire. Le pays est devenu un pays sanctuaire pour les vendeurs de drogue, ceux qui importent la cocaïne de l'extérieur, et c'est un passage pour tous ces trafiquants-là, un passage de la drogue vers les pays européens, et c'est comme ça que beaucoup de ces généraux-là ont fait ont constitué leur richesse. Aujourd'hui, on doit dire que la Guinée-Bissau est un pays coutumier des faits du genre. Je crois qu'en matière de coup d'État, il n'y a d'égal en Afrique que le Soudan. Et déjà là, nous avons une vingtaine de coups d'État. 16 coups d'État non réussis avec les autres qui ont réussi. On estime que ce n'est pas forcément dans le sillage de ce qu'on observe actuellement dans certains pays comme le Mali. Je crois que c'est ce que vous voulez dire. Et le Burkina Faso, ce n'est pas forcément le suivisme, mais c'est que ce pays a une histoire propre, une histoire qui le dispose à ses agitations. Et je crois que ceux qui ont tenté le coup d'État de la dernière fois sont des gens qui ont manqué de rester aux affaires, qui veulent revenir aux affaires avec les pratiques qu'on leur connaît et qui revendiquent peut-être une forme de paternalisme qu'ils ont exercé sur ce pays-là pendant trop longtemps. Et je crois que la CEDEAO, là encore, je crois que c'est peut-être là où je vais être en porte-à-faux avec Nani pour dire que la CEDEAO, là aussi, rapidement s'est prononcée sur le sujet et a fait savoir que elle peut constituer une armée, du moins pour aller s'interposer entre les différentes parties qui sont en conflit. Ce n'est pas un conflit ouvert, mais on sent qu'à l'intérieur même de ce pays-là, il y a toujours la prééminence de ce conflit. Un conflit larvé entre les anciens tenants du pouvoir et les nouveaux qui sont arrivés. Donc je crois que la CEDEAO, on a beau la décrier, mais la CEDEAO s'est prononcée pour dire qu'il faut une armée, parce que n'oubliez pas que les petits souris les petits chats ne peuvent attraper que les petits souris. On sait qu'en Guinée-Bissau, il n'y a pas une armée en tant que telle. Donc la CEDEAO croit qu'elle peut monter une armée pour aller au rescousse de la CEDEAO. À mon sens, c'est déjà un bon début de solution. Vous parlez tout à l'heure d'Amilcar Cabral. Amilcar Cabral, je veux dire. Le père de l'indépendance bissau-guinéen qui a créé le PAIGC. Guinée-Bissau, donc situation tendue. Et qui a été assassiné quelques jours avant l'indépendance. La proclamation de l'indépendance. Le pays se remet donc de la tentative de coup d'État. La CEDEAO envoie des soldats dans ce pays. Quand on a vu la violence de l'attaque le mercredi dernier, on s'est dit, mais ceux qui sont venus ont préparé leur coup. Moi, je ne me suis pas étonné du tout qu'il y ait eu ce problème-là. Parce que n'oubliez pas que entre le président de la République, Embalo Sissoko, et son premier ministre, Nuno Gomez, il y avait déjà eu des problèmes. Qui sont des problèmes dus au fait que le président ordonne des trucs sans son avis, sans le consulter. Par exemple, il y a un avion qui atterrit, qui décolle, etc., sans que le Premier ministre soit au courant. Et c'est le président qui ordonne. Ça, c'est un premier point. Donc, c'était un peu prévisible, la tension même qu'il y avait entre le président de la République et le Premier ministre. Il y avait déjà cette tension. Donc, ça ne me tente pas du tout. La Guinée, c'est une plaque tournante du trafic de drogue. Et ce sont les narcotrafiquants qui ont, en quelque sorte, facilité l'accès au pouvoir même de Embalo en finançant sa campagne électorale.
Ça, les gens ne le disent pas. Donc, lorsque vous permettez aux gens de financer votre élection et que vous savez que l'argent qu'on vous a donné provient du trafic de drogue et que du jour au lendemain, vous prenez des décisions pour lutter contre le trafic de drogue, les gens seront mécontents. Donc, le problème, ce n'est pas l'armée. Hein. Donc, on a manipulé. Les généraux, comme disait Chris tout à l'heure, les généraux ont toujours eu fait la pluie, le beau temps en Guinée-Bissau. Ils ont été manipulés. Jusqu'à présent, même le chef d'état-major, je ne sais pas s'il a été retrouvé ou pas. On ne sait pas. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à hier, on n'a aucune nouvelle du chef d'état-major de l'armée. Donc, les généraux ont toujours fait la pluie, le beau temps dans ce pays. Donc, ce sont des généraux, des éléments, des garnisons qui ont été manipulés, qui ont causé ce problème-là de coup d'État. Et la CEDEAO sait très bien que ce n'est pas l'armée qui voulait prendre le pouvoir, mais c'est des gens qui veulent prospérer dans le trafic de drogue, qui veulent prospérer dans la criminalité, qui ont payé pour que le président soit déchu, puisqu'il n'a pas honoré ses cahiers de charges, c'est-à-dire ceux qui l'ont financé. Ceux qui l'ont financé, il veut couper l'arbre sur lequel ils sont assis. Donc, c'est ça qui a causé le coup d'État. Donc, le Premier ministre a des dents contre le président de la République. Donc, on ne sait même pas aujourd'hui si c'est le Premier ministre qui a financé ce truc-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a le trafic de drogue. Ce qui a déploré, c'est les morts. Officiellement, on nous a parlé de 11 morts. Le gouvernement a parlé de 11 morts, mais officieusement, on nous parle de 30 morts. La rue nous parle de 30 morts. Quand on voit un peu sur les réseaux sociaux, on parle de moins 30 morts. Mais il y a 11 morts qui sont à déplorer. Pourquoi? Pour les trafics de drogue. Je crois que c'est l'éthique qui manque à nos chefs d'État. C'est l'éthique. On devrait quand même faire des lois pour cadrer un peu le financement des partis politiques, bien le financement des campagnes électorales. Parce que tous les chefs d'État veulent accéder au pouvoir, mais ils n'accèdent jamais au pouvoir de manière claire. Ils ont toujours derrière eux des financiers et ils sont redevables. Ils sont redevables. Et lorsque vous êtes redevable à ces gens-là, les gens-là ne vont pas vous laisser prospérer, puisque vous avez promis des choses. Vous avez promis faire ceci, faire cela. Et même si on devrait croire certaines rumeurs sur les réseaux sociaux, le président Embalo avait même promis à des narcotrafiquants, à ceux qui l'ont financé, de mettre certains membres, de mettre certaines personnes au gouvernement. Dans le gouvernement. Et comment vous voulez alors que ces gens-là ne se fâchent pas lorsque vous dites que mais à partir d'aujourd'hui, on va lutter contre le trafic de drogue? Justement, on sait aussi que ce pays est très instable depuis les indépendances dans les années 75, si je ne m'abuse. Très instable. Et jusqu'à très récemment, la CEDEAO avait une troupe présente qui a quitté il y a 2 ou 3 ans. Finalement, il faut que la CEDEAO songe à réinstaller une troupe sur place. Pas forcément sur place, mais il faut que... Vous savez, le problème de tous ces regroupements supra-régionaux ou internationaux, c'est des regroupements, des instances qui n'ont pas la force d'agir sur le terrain, surtout de lever une armée, d'entretenir une armée qui existe en permanence, qui soit permanente, parce que entretenir une armée coûte cher. Et je crois que c'est ce que la CEDEAO, en principe, aurait dû faire, mais dont elle n'a pas les moyens, parce que, vous savez, et puis, comment la CEDEAO peut-elle mettre la CEDEAO telle qu'on la connaît, qui souvent est un instrument entre les mains des chefs de l'État, des chefs d'État. Et c'est ce qu'on a toujours regretté ici. Et dire qu'aujourd'hui, ce sont ces chefs d'État-là qui vont contribuer à créer une armée qui, à l'occasion, peut intervenir même contre eux, alors que ce sont eux qui financent. Parce qu'en Afrique, vous savez, les institutions sont faibles, les institutions sont dominées par la toute-puissance du président. Ça, c'est ce qui est constatable sur le terrain. Mais ce qu'il faut aujourd'hui pour l'Afrique, c'est, en tout cas pour la CEDEAO, c'est une armée qui soit une armée mise en alerte, qui dispose des moyens, surtout des moyens de renseignement, déjà, pour aller contre ces situations-là, de déstabilisation, parce que vous savez, c'est avec les renseignements qu'on fait une guerre. Si vous n'êtes pas prévenu d'avance, vous ne pouvez pas vous mettre prêt pour intervenir. Donc aujourd'hui... Moi, je me suis un peu étonné par rapport à la situation en Guinée-Bissau en me disant, mais comment on a pu monter un tel coup minutieusement préparé et aucun renseignement n'a été au courant? Justement, parce que nous n'avons pas... Ceux qui sont au renseignement sont au cœur. Voilà, ça peut aussi s'expliquer. Ça peut s'expliquer aussi de ça. Mais encore, faut-il savoir si
la Guinée-Bissau dispose d'un service de renseignement fiable qui puisse, et surtout que ce service-là peut être, comme il le dit, noyauté par les gens même du milieu. Quand nous disons les gens du milieu, c'est généralement la mafia, les gens qui ont des tentacules un peu partout et qui peuvent agir aisément, surtout qu'ils ont les moyens. Et si vous n'avez pas un service de renseignement qui vous permette de prévenir ou bien d'être au courant de ce qui peut se préparer, je crois que ce sera un gouvernement ou bien un président qui soit à la merci. Et ça peut encore revenir. Ces gens-là, ils ont peut-être préparé le coup de façon rapide, parce que lorsque vous traînez, vous pouvez être débusqué par les renseignements. Et on était en train de parler d'ailleurs de cette armée-là. Vous savez qu'il y a plusieurs services de renseignement. On peut avoir les services de renseignement de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Mais l'essentiel est que si la CEDEAO peut avoir une armée déjà qui peut intervenir dans les petits pays comme la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, ce sont des pays les plus déstabilisés aujourd'hui et qui doivent être mis sous contrôle pour que la déstabilisation qu'on y observe n'atteigne pas les pays limitrophes. Un dernier mot, qu'on écoute ce que les Guinéens eux-mêmes disent de cette situation. On va revenir dire un dernier mot là-dessus. Voilà. Des patrouilles militaires autour du palais de gouvernement. Scène de confusion totale mardi à Bissau. Très tôt dans la journée, des tirs nourris plus d'une trentaine de minutes ont été entendus autour de ce bâtiment. À l'intérieur, le président Umaro Sissoco Embalo et ses ministres étaient en réunion. Des hommes en armes aux motivations encore mal connues prennent en otage la zone. Le chef de l'État bissau-guinéen et ses ministres sont, eux, coincés dans le sous-sol du bâtiment. S'en suivront plus tard plusieurs heures d'incertitude. Certains observateurs évoquent un coup d'État, le second contre l'ancien général de brigade élu fin 2019 à l'issue d'un scrutin controversé. Dans la soirée, ce tweet, le président Umaro Sissoco Embalo rassure, la situation est sous contrôle. Quelques minutes après l'apparition publique du président qui tient une conférence de presse de crise, celle pour faire le point et qui est retransmise en direct sur la télévision nationale. J'aurais préféré que les agresseurs viennent me parler directement. S'il y a un problème, qu'on en discute. Je sais que je ne suis pas venu pour rester au pouvoir pour toujours. Je suis toujours là parce que le peuple me fait confiance. Je rassure la communauté internationale et demande la poursuite du soutien à la Guinée-Bissau et le calme de la population. Nos forces de défense et de sécurité ont été à la hauteur. Ils ont agi avec une excellente formation et bien organisée. Retour au calme mercredi à Bissau, mais déjà la veille, Umaro Sissoco Embalo a annoncé les premières arrestations des personnes arrêtées pour l'instant non identifiées. Et selon la présidence bissau-guinéenne, la tentative de coup d'État aurait coûté la vie et fait des blessés. Le bilan, lui, est tenu pour l'heure au secret par les autorités de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, mondialement célèbre pour sa série répétitive de coups d'État dans la région. Alors donc, Alani Sossou, je pense que Chris le disait, est-ce qu'on peut considérer cette attaque comme un avertissement pour Umaro Sissoco Embalo? Comme on le disait déjà, la Guinée-Bissau est un pays instable. Et ce que moi je voulais dire, comme Chris le disait, qu'on devrait avoir une armée écomog, comme Ecomog existait au Libéria, en Sierra Leone, etc. Je ne crois pas. Je pense plutôt que la CEDEAO devrait renforcer les institutions dans ces pays membres. Une fois qu'on doit renforcer les institutions, il faut le bâton et la carotte. Parce que j'ai l'impression que la CEDEAO ne prévient pas. Mais on n'arrive pas à diagnostiquer le mal de la source. Et quand on condamne, on prend des sanctions. Non. La CEDEAO devrait plutôt pousser ces pays membres à se doter des institutions fortes, à l'ancrage de la démocratie, à l'ancrage de la bonne gouvernance et au refus de la corruption. La CEDEAO devrait prendre des sanctions dans ce domaine-là. Si toutes ces conditions sont réellement réunies, je ne vois pas pourquoi des militaires vont s'introduire dans le débat politique. C'est parce qu'il y a cette défaillance-là, il y a de la corruption, les gens ne trouvent pas à manger, et il y a un défaut démocratique, insuffisance de démocratie, etc., que les militaires s'immiscent dans la rue. Parce que vous avez vu au Burkina, lorsque la rue applaudit les militaires, c'est un mal.
pour la démocratie. Lorsque au Voilà. Mali, on applaudit la démocratie, on applaudit les militaires, c'est un mal. Donc, comme je disais au début de cette émission, il faut condamner les coups d'État. Donc, la CEDEAO n'a pas intérêt à ériger une armée pour aller mettre de l'ordre dans ses paiements. La CEDEAO a plutôt intérêt à se doter, à avoir des financements pour l'ancrage démocratique, afin qu'on ait des institutions tellement fortes, comme disait Ronlis, que même si le diable venait, le diable ne pourrait pas faire ce qu'il veut. Voilà. Voilà, on va marquer la pause sur ces mots. 10 minutes, le journal, et puis on revient pour continuer.